Bonjour et bienvenue à l'émission Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité grâce à nos chroniqueurs locaux, comme Pierre est absent, c'est moi, Joanie, qui prend la relève. Mais je suis en compagnie pour au moins une fois par saison de mon collègue et mon homologue Jules Simard. Ça va Salut, bien? ça va très bien, oui, toi? Oui, je suis toujours contente de passer au moins une émission avec toi à chaque saison. C'est l'année dernière, il me semble, on parlait de ça ce matin. On avait discuté pas mal de la question des féminicides et il me semble que c'était... on était rendu au 9e. Oui. Je pense que cette semaine, on va parler du 17e. Ah oui, bien, à chaque fois qu'on se rencontre, on a toujours un lien avec notre dernière, puis c'est toujours très intéressant. Donc, je vous propose, chers téléspectateurs, et à toi, Jules, qu'on rentre tout de suite dans le sujet. Oui. On en a beaucoup cette semaine. OK. Pour commencer, parlons très local. Il y a des courses pour les postes de conseiller à la ville de Dolbeau-Mistassini. Est-ce que c'est une course? Bien, il y a quand même 3 postes Oui. qui ont des candidats, puis il y en a 2 qu'il y a 3 candidats qui se proposent, dont un où on connaît principalement une seule personne au niveau... Qui est un peu plus connu publiquement, là, au poste où il y a 3 gars. En fait, je vais dire un peu ce qui est remarquable pour cette campagne électorale-là. C'est en fait le fait que les filles ont décidé de se présenter contre les filles et les gars ont décidé de se présenter contre les gars. C'est le trait, moi, que je trouve. Parce qu'au niveau d'idées, au niveau de façon de faire, il n'y a rien qui se ressort. En fait, j'ai pris un peu comme dans le Nouvel Hebdo cette semaine, je pense qu'on a fait un tour de l'ensemble de tous les candidats, effectivement, au niveau des postes, pour voir un peu de quelle façon. Et on peut pas dire, je peux pas dire, en tout cas, qu'il y a de grands débats de fond. On va peut-être davantage devoir faire un choix sur la personnalité des candidats et des candidates. La popularité. Ce qui m'apparaît, ou encore ceux-là qui sont les plus populaires. Tu sais, il n'y a pas eu en tant que tel... Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas eu de course à la mairie? Peut-être, mais on n'a pas eu de débat de fond sur où est-ce qu'on serait dans 4 ans. Moi, c'était vraiment la question que je me posais en profitant. Tu me dis, tu n'as rien qu'à te présenter. Mais c'était un peu le point qu'on voyait. J'aurais aimé ça que les candidats nous disent, nous autres, dans le Dolbeau-Mistassini, on aimerait être là dans 4 ans. On aimerait que telle affaire, je sais pas, au niveau environnemental, qu'on soit encore plus vert que ce qu'on est là de telle et telle façon. Tu sais, j'aurais aimé ça que les candidats et les candidates nous amènent à rêver. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de projet porteur? Non, il n'y a pas de... à ma connaissance, non. Surtout pas... tu sais, je veux dire, j'ai pris aussi l'entrevue du maire, maintenant, qui va être le nouveau maire. Et là-dedans, on ne peut pas dire qu'il y a, dans ce qu'il nous amène, de projets où est-ce qu'on peut... la seule affaire qu'on peut se dire, c'est qu'on va avoir une ville, semblerait-il, plus administrée et plus efficace. Mais ça m'apporte au prochain sujet quand même. On va avoir un changement dynamique dans la mairie lorsqu'on parle de la période de Pascal Cloutier et maintenant André Guy, qui est un comptable de 40 ans d'expérience. Ça va changer sur la manière de diriger? Pas tout. Pas tout? Pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il va dire, écoute, on a quelqu'un qui, il l'a dit lui-même, il va être à l'écoute de ce que les citoyens et les conseillers veulent avoir. C'est quoi que Pascal a quand même fait? Pascal a quand même eu certains... au niveau de son conseil, il y avait effectivement des conseillers qui ont dit, écoute, on pourrait peut-être prendre un virage environnemental de telle et telle façon. Donc, oui, on a eu la politique de l'arbre, on a eu ce genre de dossiers-là qui ont pu avancer. Mais quand on me dit, écoute, je vais assurer la continuité, je vais assurer la continuité d'une administration où est-ce que ton compte de taxes est de temps. On va essayer de s'organiser qu'il ne remonte pas trop. Puis on va surtout s'organiser pour que l'aquagym puisse fonctionner, ce genre de choses-là. Mais, tu sais,
j'ai pas vu de projet ou d'idée qui pourrait nous amener encore là à se dire, dans 4 ans, on va être là. Mais la seule affaire, à moins que toi, tu vois que moi, ce que je vois pas là. C'est que je me pose la question au niveau de la réalité politique locale. On a eu quand même 2 projets porteurs, pas un gros engouement que ça, mais qui ont quand même eu un impact, soit la construction du centre sportif des Jardins, donc l'Aquagym, et le nouvel aménagement de l'ancien site du Festival Western, qui est en cours. Mais il n'y a pas de projet porteur qui a alimenté la La COVID n'a pas aidé, là. Non. Ça va? Sûr, dans la dernière La année. COVID a fait en sorte que pendant près de 2 ans, on n'a pas mis l'administration municipale sur pause, mais on a mis l'administration municipale au ralenti, là, qu'on le veuille ou non, à cause de la COVID. On n'a rien démarré de nouveau. Non, c'est ça. Tu comprends? Je veux dire, si je voulais être méchant, je dirais, quand on me souligne qu'on veut de la continuité, j'espère qu'on ne veut pas que la COVID reste là-dessus, mais indépendamment, je vais sortir de ce schème-là, mais pour indiquer qu'on n'a pas en tant que tel. Tu sais, je veux dire, il y a des dossiers sur lesquels, moi, je pense, on est actuellement à dire, il faut qu'on fasse du développement économique, il faut qu'on diversifie notre économie. Je maintiens ce que j'ai déjà dit à ce niveau-là. Tu sais, de la diversification économique là, basée sur l'exploitation des ressources naturelles, où est-ce qu'on dit on va faire de la 2e puis de la 3e transformation. Je te rappellerai simplement qu'en 2002-2003, puis même en 98, lorsqu'il y avait eu une campagne électorale dans laquelle j'étais un petit peu plus actif, on vendait comme idée de dire « Hey, il faut faire de la 2e puis de la 3e transformation du bois pour pouvoir être en mesure de diversifier notre économie. » On a eu combien de projets depuis 2002 en diversification? On a fermé l'usine. J'étais même pas dans la région. C'est ça. Tu comprends? Je veux dire, il n'y a pas eu... On n'a pas... Et moi, ce que je dis, c'est que actuellement, dans le contexte où est-ce qu'on est dans où l'économie, de plus en plus, va se faire à partir de chez toi, et non plus à partir d'une usine ou à partir d'un bureau quelconque. T'en parleras aux gens qui sont propriétaires de tours à bureau à Montréal. Là, ils commencent à avoir peur un peu, eux autres aussi. Moi, je dis, écoute, pourquoi est-ce que c'est que la municipalité, son développement économique, elle ne le fait pas à partir de comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que les travailleurs d'aujourd'hui qui travaillent chez eux ne viennent pas travailler chez nous? Peu importe que tu sois à Montréal, tu peux venir travailler ici. Alors, ce que tu vas créer avec ça, tu vas créer une nouvelle économie, une façon nouvelle de faire du développement économique. Parce que, oui, ton épicerie du coin va falloir qu'elle se grossisse, tu vas avoir plus de monde qui vont s'en venir. Moi, je vais pouvoir vendre ma maison. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est que le développement économique, il faut qu'on change le paradigme là-dessus. Et je pense qu'un conseil municipal se doit de prendre des fonctionnaires qui sont reliés à la question du développement économique et aussi à la question de l'administration des services, de faire en sorte qu'ils soient orientés sur donner une qualité à la municipalité pour être attractive pour faire venir ces gens-là. J'étais à Québec dernièrement et je discutais avec des jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine, naturellement, de l'économie du savoir, de l'économie avec les nouvelles technologies et ces choses-là. Et je disais, hey, écoute, demain matin, là, toi, tu es à Montréal, la personne travaillait avec une centaine d'employés. Il y en a combien actuellement qui sont en télétravail? La totalité. Hein? Ils travaillent tous à Montréal, ils travaillent tous... Ouais, de plus en plus, il y en a qui s'en vont à Longueuil. Longueuil commence à... Et de plus en plus, il y en a qui s'en vont, effectivement, tu peux... Hey, si je te faisais venir des gens, ils lui disaient, viens travailler à partir de Dolbeau-Mistassini, mais travaille pour t'accompagner à Montréal, mais à partir de Dolbeau-Mistassini, elle dit non seulement, M. Simard, elle m'appelait M. Simard, je te dis. Elle dit non seulement, elle dit ça pourrait être intéressant, mais elle dit nous,
dès qu'il y a trois employés et plus dans notre entreprise qui sont en télétravail et qui demeurent dans tel type de municipalité, nous ouvrons un mini-bureau pour leur permettre au moins une fois par semaine de se voir ou des choses comme ça. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on vient de créer là? On vient de déplacer la tour à Montréal, puis on vient de l'installer peut-être ici. Si je te dis pas qu'on va bâtir des tours, mais à tout le moins, on a certainement des espaces à bureaux qui peuvent être des locaux commerciaux transformables. Pour ces choses-là. Tu comprends? Moi, je pense que le développement économique là-dessus, et je reviens un peu au sujet de notre premier élément qui était de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans 4 ans, là, ça serait pertinent de dire. Et les premiers à viser, et là, je me vise aussi personnellement, c'est nos propres enfants, nous, qui sont tous en télétravail à Québec ou à Montréal. Hey, pourquoi est-ce que c'est que tu n'en viens pas retrouver? Pourquoi tu n'en viens pas ici, puis? Ben, non? Moi, je trouve que c'est très intéressant, surtout dans mon domaine de mon emploi que tu connais. Je travaille directement là-dedans, dans l'attraction de talent. Mais ça m'apporte un autre sujet qui est dans les nouvelles aussi, niveau provincial. La ville de Saint-Lin-les-Laurentides a tellement eu une attractivité pour les migrants locaux, donc des gens de Montréal qui ont décidé de se déplacer, qui manquent d'eau. À cause du manque, le système d'aqueduc local ne suffit pas à la migration des nouveaux arrivants dans leur municipalité. Donc, tu as fait suite un peu à cette situation-là. Mais ça apporte aussi un grand nombre de nouveaux arrivants. Ça apporte quand même certaines problématiques. À l'évidence. Par exemple, la pénurie de logements, mais aussi que, je parle de mon expérience professionnelle, bien sûr, il y a très peu de logements à louer, beaucoup de maisons à vendre. Mais les gens qui n'ont jamais connu la région, donc les gens qui font un retour peuvent se permettre d'acheter une maison parce qu'ils connaissent le milieu. Mais ceux qui arrivent, qui n'ont jamais connu le territoire, les professionnels ne leur recommandent pas d'acheter une maison avant d'avoir vécu au moins 4 saisons. Mais ils ne peuvent pas louer d'appartement, mais il n'y a pas d'appartement disponible pour s'établir direct en commençant. Par contre, quand tu me dis ça, c'est que ça fait suite à une étude qui vous a permis de réaliser qu'il n'y a pas de logement dans le secteur Lac-Saint-Jean. Dans la MRC Maria-Chapdelaine, principalement, il y a une pénurie de logements. Ce qui veut dire que actuellement, si j'arrive ici, je ne suis pas capable d'avoir un loyer. C'est très difficile. Dans le sens où moi, en tant qu'agent de place aux jeunes, ça peut me prendre 4 à 6 semaines avant d'être capable de trouver quelque chose d'intéressant. Mais on réussit à en trouver. 4 à 6 semaines, lorsque les projets de migration, c'est j'arrive dans 2 semaines, j'ai un emploi, mais ça amène les gens à s'installer à Sainte-Monique ou à Saint-Méthode, donc à l'extérieur de la MRC. Oui, mais j'amène... Donc, ce que tu me dis, c'est que si j'avais un conseil municipal, OK, qui vise à faire venir l'attraction ici, ça serait de travailler effectivement à comment est-ce que je peux m'organiser pour faire du développement domiciliaire dans mon secteur. Bien, c'est pour ça que j'apporte le sujet. Moi, tu comprends, c'est ça que je trouve aberrant. Puis même, je te dirais, on regarde toutes les campagnes électorales, là, la seule place où est-ce qu'on a pu amener un peu une idée basée sur être davantage attractif pour faire venir des travailleurs d'ici qui travailleraient. Ta ville de Saguenay, où est-ce qu'on a amené l'idée? Point. On n'a rien amené de spécifique. À ville de Gaspé, en Gaspésie, étant donné la pénurie de logements qui était plus criante depuis plus longtemps qu'avant la COVID, la mairie de Saguenay a décidé d'interdire ou de limiter... La mairie de Gaspé? Oui, la mairie de Gaspé a décidé de limiter les Airbnb sur son territoire ou les locations à court terme. Donc, c'est une action quand même très directe. C'est les actions qui peuvent s'amener. Tu comprends? Je veux dire, moi, c'est ce que un peu... Il y en a plusieurs à travers le Québec, mais c'est qu'on connaît plus Saguenay. Moi, c'est un peu ce que je déplore là, dans le cadre de la campagne électorale municipale qui s'est menée. C'est qu'on n'amène pas... Tu sais, il s'agit là actuellement de mouvements majeurs de main-d'œuvre qui vont se faire à l'échelle de tout le Québec. Et les municipalités sont les premiers hôtes de cette main-d'œuvre-là qui peut être appelée à se déplacer. Et on n'en a pas entendu parler. De quelle façon on pourrait le faire ou de quelle... Tu sais, je me dis, fort probablement qu'on va devoir
s'asseoir dessus. Ça aurait été quand même intéressant de voir de quelle façon on aurait pu... Mais parlons d'attractivité du territoire. Il y a une ville qui s'est démarquée même au cours de nos élections. C'est la ville de Gérardville, dont le nouveau maire, élu par acclamation, est issu de l'immigration. Ça fait 10 ans qu'il est au Québec, M. Vincent Becker, qui est le nouveau maire de Gérardville. Gérardville a quand même, au cours des dernières années, été attractif pour les nouveaux arrivants, puis a su se distinguer, alors que c'est quand même... c'est une des rares villes dont le nombre de citoyens leur permet d'avoir une pharmacie, une épicerie, même 2 épiceries, plusieurs institutions dans une ville, dans un emplacement aussi particulier. As-tu quelque chose? Oui, bien, je dirais la chose suivante. Je ne sais pas jusqu'à quel point le développement de Gérardville a autant grossi. Tu comprends? Je veux dire, je veux bien croire que là, j'ai quelqu'un qui est immigrant qui est maintenant le maire, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai eu à Gérardville tant d'immigrants que ça. Là. Tu comprends? Bien, je peux te confirmer qu'il y en a beaucoup. Ça veut dire combien? Ça veut dire que le combien, je ne peux pas te le dire présentement, je n'ai pas les chiffres, mais il y a au minimum 4 familles françaises qui se sont installées. Il y a 2 personnes chinoises, il y a beaucoup de personnes hispanophones. Il y a Et pourquoi ils sont allés? Il y a une attractivité pourquoi ils sont allés, ouais? Dans le fond, Gérardville a été surnommé le plateau du lac, en comparaison avec le plateau de Mont-Royal. Pourquoi? Bien, il y a l'accessibilité à la propriété. Il y a l'accès au territoire de loisirs, puis le niveau d'accueil des citoyens et la proactivité des acteurs politiques. Donc, le fait que dans une ville comme Gérardville, on a une pharmacie, si on compare avec son voisin le plus proche, avec Saint-Edmond-les-Plaines, bien, on ne retrouve pas les mêmes services sur le même territoire. Non, ben non. Ça, je suis d'accord avec toi là, donc, à ce niveau-là. Moi, ce que je dis, c'est que c'est chapeau c'est pour ça. Gérardville. OK? C'est numéro 1. Il faut... Mais l'élément que je me vois, tu sais, la coopérative forestière de Gérardville, qui est le principal employeur là, est aussi une coopérative qui a toujours été un peu à l'avant-garde aussi dans son secteur économique. Et elle a toujours su amener des éléments qui ont exigé une qualification. Parce que, tu sais, Gérardville, c'est une municipalité où le taux d'emploi est à 100 %. Oui. Okay? Je veux dire, tu n'as pratiquement pas, sauf pendant la saison hivernale, où là, tu as environ 55 % de la population qui se ramasse en chômage, parce qu'on a beaucoup de travailleurs forestiers, beaucoup de travailleurs qui sont en forêt et qui font en sorte que, oui, on se ramasse avec un taux de chômage saisonnier assez élevé, mais par contre, lorsque c'est le temps du travail, c'est 100 % de la main-d'œuvre, c'est 100 % des gens qui y travaillent. Mais il faut souligner aussi qu'il y a une grande implication de la part des citoyens dans la vie politique, parce que la politique, dans le politique, ça, c'est quelque chose que je souhaite rappeler à tout le monde. Dans le politique, il n'y a pas seulement le conseil municipal. L'implication bénévole, l'implication citoyenne fait une différence sur la vitalité politique, économique et communautaire d'une communauté. Donc, c'est ce qui distingue surtout Gérardville, selon moi, sur leur attractivité. Mais ça reste quand même très intéressant de voir tout ce mouvement-là dont je lève mon chapeau à l'équipe de Gérardville. Ils ont su être... avant-gardiste, il y a déjà 10 ans. Oui, c'est très bien. Par contre, tu sais, au niveau scolaire, on avait eu des déplacements d'étudiants parce qu'il y a de la fermeture. L'école n'a pas fermé au complet, mais certains types de classes où on se ramasse peut-être davantage là, à Albanel pour pouvoir être en mesure d'avoir surtout en bas âge, là, surtout lorsque... Mais... il y a des problèmes partout, mais toute la question du développement économique va reposer dans ce qu'on vient de discuter, je pense. Oui. OK, beaucoup plus que d'essayer de retrouver une usine, de rebâtir une usine et qui va fermer parce que le marché va tomber. Je pense beaucoup plus que c'est là-dessus qu'il faut maintenant orienter. Regardez la ressource naturelle numéro 1 du développement économique de demain. Il s'appelle l'être humain. Les hommes et les femmes. Et peu importe le domaine. Exact. Oui.
C'est Oui. ça qui est intéressant. Oui. On parle de l'implication citoyenne, communautaire et bénévole. Donc, mais c'est quand même très intéressant. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on va parler au niveau local. Rapidement, la MRC Maria-Chapdelaine, on va parler un peu plus, on parlait des élections locales, mais on va parler d'un peu plus de la politique provinciale, mais localement. Le comté de Roberval, la MRC Maria-Chapdelaine souhaite changer de nom et tient son bout. Ça te dit quoi, toi? Personnellement, ça fait pas longtemps que je suis dans la région, mais comté Roberval, ça diminue beaucoup l'impact de la ville de Dolbeau-Mistassini. Je pense que étant donné que c'est un nom qui date de 1930, le comté Roberval, je pense que ça vaut la peine de penser à changer de nom pour que ce soit plus inclusif envers les deux territoires que ça couvre. Il faut se dire qu'en 1930, quand le nom a été créé, Dolbeau-Mistassini, la ville de Dolbeau existait seulement depuis 3 ans. Alors, c'est normal de prendre le comté Roberval, puisque Roberval était beaucoup plus parlant pour l'ensemble des citoyens du Québec. C'est bien normal. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a très peu d'MRC dont le nom est rattaché directement à une ville seulement, puis un comté aussi. Donc, c'est beaucoup plus englobant que ça. C'est sûr qu'on ne pourra pas prendre MRC Lac-Saint-Jean. Pas MRC, comté Lac-Saint-Jean. Mais je pense que ça, personnellement... Bon, on peut l'appeler comme l'ancien conseil de comté, qui était le comté de Lac-Saint-Jean-Ouest. Ça pourrait... Et on avait comté Lac-Saint-Jean-Est, qui est à la MRC aujourd'hui. Ça pourrait être le comté nord du lac aussi. Je suis d'accord, oui, haut du lac ou nord du lac. Ça peut être le on est la télé du haut du lac, après tout. Oui, mais ça peut... je pense qu'il y a... Moi, ça m'amène à la chose suivante. Ça me rappelle... Et, tu sais, en 89, il y a eu ce qu'on a appelé la formation des... En 86, pardon. On a eu la formation des MRC au Québec. Mm-hmm. Et nous, ici, il y avait un débat qui se faisait dans le temps à l'effet que, est-ce que nous aurions une MRC dans le comté de Roberval ou 2 MRC dans le comté de Roberval? Or, après la suite d'une étude très, très, très élaborée, où l'ensemble de tous les élus ont participé, on s'est ramassé avec « on va créer la MRC Lac-Saint-Jean-Ouest » qui va regrouper les gens du comté de Roberval, le centre du comté qui est Saint-Félicien et les gens de Dolbeau-Mistassini puis de Normandin qui sont un peu... On va tous faire une seule MRC. Il y a eu un maire qui s'est élevé dans le temps, qui s'appelait Henri-Paul Brassard. Il dit non. Félix, là, on va créer ce qui est le comté de Roberval, c'est-à-dire 2 réalités sociologiques différentes. Et nous allons nous organiser pour avoir 2 MRC. On a fait des pressions auprès du ministre Gendron du temps, pour pouvoir être en mesure de faire en sorte qu'il y ait dans le comté de Roberval 2 MRC. On a gagné notre point et on a réussi à faire en sorte qu'il y avait la MRC Domaine du Roi et la MRC Maria-Chapdelaine, qui était très significatif dans le temps, parce que nous étions à la sortie du 2e livre, du 2e film de Maria-Chapdelaine. Et donc, il y avait un engouement au Québec sur le mot Maria-Chapdelaine. Donc, c'était vraiment assez représentatif de ce qu'était aussi l'honneur. Ça m'amène à me dire, puis je me souviens d'une campagne électorale qui avait eu lieu à ce moment-là, quelques semaines après, et j'avais interviewé, qui était le premier ministre, j'avais interviewé Robert Bourassa, qui... était quelqu'un d'assez agréable à interviewer en passant. Il y avait toujours la blague à s'en venir. Je l'avais amené là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est qu'on ne crée pas dans le comté, dans ce qu'on appelle le comté de Roberval, 2 comtés? Il y a 2 MRC. Pourquoi on ne crée pas 2 comtés? La population n'est pas si... et dans le temps, OK, la MRC de Maria-Chapdelaine avait à peu près le même nombre d'habitants que les îles de la Madeleine. Et les îles de la Madeleine, les autres étaient à côté. Il y avait des, semble-t-il, en tout cas, juste ça pour t'amener sur le fait que le débat
d'un nom, c'est le débat d'une identité. Et le débat d'une identité, effectivement, le fait qu'on parle du comté de Roberval, quand on parle du comté de Roberval, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un territoire de à peu près, si ma mémoire m'est fidèle, une couple de fois plus grand que la Suisse. Et nous, on est un comté, puis les autres sont un pays, là. OK? Juste pour t'indiquer qu'en ce qui regarde le comté de Roberval, c'est une entité qui est, en termes de distance, énorme. Je sais que c'est pas le nord du Québec, mais c'est quand même énorme. Or, on aurait peut-être effectivement de la place pour créer. Or, moi, sur le changement de nom du comté de Roberval, je serais beaucoup plus partisan de faire une bataille pour que nous ayons 2 comtés dans ce territoire-là, au lieu d'un seul comté avec un seul nom, ou est-ce que là, on va encore une fois se battre sur est-ce que le centre du comté, c'est Saint-Félicien, ou si c'est Roberval, ou si c'est Dolbeau-Mistassini. Mais Okay? c'est un point de vue très intéressant, Jules, et je pense aussi que ça va apporter beaucoup d'eau au moulin présentement aux acteurs politiques. Mais pour l'instant, nous allons aller à la pause pour continuer ce débat ou apporter encore plus loin. À tout à l'heure. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Ça fait grandement plaisir aujourd'hui de vous présenter une belle famille qui fréquente assidûment la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini. Il s'agit de la famille Grenier. Nous avons le papa, Patrick, la maman, Sandra, Christopher, 12 ans, Joshua, 10 ans, Cassidy, 9 ans, Maggie, 7 ans et Maëlia, 1 an. Bien, moi, ce que j'aime beaucoup de la bibliothèque, c'est que ça a donné le goût de lecture à mes enfants. Puis, dans le fond, ça les occupe beaucoup à la maison. Fait que c'est vraiment genre un passe-temps qu'ils ont développé beaucoup. Puis, dans le fond, ils se partagent beaucoup de lecture. Moi, j'adore ça parce que ça occupe mes enfants, s'encourager à lire entre eux. C'est quand même du sport, mais ça se passe bien parce qu'ils sont habitués. Dans le fond, tout le monde apporte ses propres livres. Tout le monde a son propre sac avec ses livres pour les donner. Puis les garçons s'arrangent pas mal tout seuls pour choisir les livres. Puis moi, j'aide les filles qui sont plus jeunes un peu. Puis ça se passe quand même bien. Puis quand on est prêt, on y va chacun notre tour. Puis quand il y en a qui sont prêts avant les autres, bien, ils lisent un livre en attendant que les autres soient prêts. Puis on vient à la bibliothèque environ 1 fois par semaine. À la bibliothèque, les livres que j'aime lire, c'est les youtubeurs, les défenses d'entrée, puis les agents Jean, l'univers de Ninja, puis les livres de ce style-là. J'aime beaucoup la bibliothèque parce qu'il y a beaucoup de livres, c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que les enfants, ils se prennent des livres, tu sais. Puis à un moment donné, à la maison, tu sais, il y a des moments où on n'a pas le droit de faire des écrans. Fait que là, dans ce temps-là, ben, ils sont occupés à quelque chose. Fait que ça, c'est un livre que j'ai lu, puis tu sais, j'ai aimé, là. C'est gamer, là. Ouais. Parce que, en fait, il y a pas grand monde qui aime pas ça, les jeux vidéo, je dirais, là. Puis ouais, c'est fun, là. Puis là, ben livre que j'aime, c'est souvent fantasy au sens fiction, là. Puis tu sais, c'est fun aussi, ça. Je peux prendre des livres, puis trop de livres, puis que je peux revenir que la semaine prochaine, puis qu'il y en a encore, tu sais, là. Il y en a plein, des livres. Ben, moi, mon livre préféré ici, je dirais que c'est Défense d'entrée. Puis, sinon, à la bibliothèque, ce que j'ai vraiment aimé, ben, c'était parce qu'on pouvait, pareil, à la bibliothèque pendant le COVID. Ben, que j'ai réservé en ligne.
Puis c'était cool. Comme ça, je pouvais encore avoir des livres. Ce que j'aime beaucoup de la bibliothèque aussi, c'est le programme Une naissance, un livre qui vient avec des beaux petits livres pour bébés. Puis Maëlia aime déjà beaucoup la lecture. Puis ça, c'est son livre préféré chez les terriens, dans le fond, qu'on a eu avec Une naissance, un livre. Puis on le lit tous les soirs avant de faire dodo. Puis Maëlia l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis même, elle est habituée, quand son livre est terminé, elle lui donne un bisou. Tu donnes ton bisou au livre? Maëlia, elle aime beaucoup les livres déjà. Moi, j'aime la bibliothèque parce qu'il y a des mini-passeports, puis il y a des mini-sorcières, puis il y a des chers-citrouilles. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça? Oui. Oui. Puis t'aimes-tu ça venir à la bibliothèque? Oui. Oui. Je vais aller lire des livres. Ouais. Moi. 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 Moi, je travaille en français. Moi. Je travaille en français. Moi. Je travaille En français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Bon retour à tous à notre émission Qu'en pensez-vous? Donc, juste avant la pause, Jules, nous parlions du changement de nom du comté de Roberval et tu avais apporté le point Oui, de transformer le comté de Roberval en quelque chose, deux comtés séparément. De deux comtés, je pense qu'on aurait une bataille à mener qui serait beaucoup plus efficiente et qui serait représentative. Je sais que pour créer un comté, ce n'est pas juste une question d'identité, c'est aussi une question de nombre de voteurs et d'électeurs. Mais il y a des façons de faire qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait à tout le moins se battre pour avoir deux comtés pour une meilleure représentativité. Parce que, juste amener un point, le fait qu'il n'y ait qu'un seul comté, OK, on a la seule place où il y a une la MRC de Maria-Chapdelaine est le seul endroit où il n'y a pas d'institution scolaire post-secondaire. OK? La seule place. La seule place où il y a... Le Fjord du Saguenay? La MRC du Fjord du Saguenay. Ben, t'es à Saguenay, t'es à Ville-Saguenay. C'est deux MRC complètement différents. Mais là, je te parle d'un territoire. Oui, mais je te parle d'un territoire. OK? Or, en 1971, on a eu la création du cégep de Saint-Félicien, qui se devait d'être le cégep qui permettrait à un cégep de proximité, qui permettait aux étudiants, aux finissants de secondaire du comté de Roberval, de pouvoir avoir accès à quelque chose. Or, on s'est battu en 1971 pour qu'il y ait non pas un cégep à Saint-Félicien, mais à Dolbeau-Mistassini. Non seulement on s'est battu, mais on a été l'endroit où on a fait une première année collégiale à Dolbeau-Mistassini, qui se faisait à ce moment-là au cégep de à Juvenal Dolbeau. Okay. Nous avions loué tout en... je dis nous parce que j'étais le président des étudiants à ce moment-là. Et on avait créé donc un cégep qui avait 52 étudiants et qui permettait de donner tous les cours qui étaient, qu'on appelait le cégep général, au niveau général, où on donnait les options en sciences de la santé, en sciences humaines et en sciences pures. Et on a permis de faire fonctionner pendant 1 an de temps. Et ceci, malgré les menaces du ministre Saint-Pierre de l'Éducation, qui nous disait que notre année scolaire ne serait pas reconnue, que nous étions des étudiants qui faisaient illégalement un cégep et tout ça. On a été reconnus, là, puis c'est le cégep de Saint-Félicien qui l'a reconnu, mais on a perdu parce qu'on avait... Je t'amène ça pour te dire que pourquoi une institution post-secondaire dans un milieu, c'est une institution où la vie intellectuelle se développe encore plus rapidement que si nous n'en avons pas.
Je te dis pas qu'on n'est pas des gens qui ne se sont pas développés intellectuellement parlant, mais nous avons, dans le cadre de toutes sortes de types de crises à caractère économique, nous sommes les premiers à en souffrir parce que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des gens qui pensent à des choses différemment. On reste dans notre paradigme de développement qui fait en sorte que, écoute, ça nous prendrait une bonne job, un bon 40 heures par semaine avec un bon salaire, là, tu sais, en arrière. Là. Donc, tu crois que l'absence d'un établissement postsecondaire est un frein à notre développement économique du secteur secondaire? Ah oui, et je l'amène là-dessus, et ça poursuit dans le sens de la discussion qu'on avait tout à l'heure, qui se dit, pourquoi est-ce que c'est pas le changement de nom qui est important, c'est la création d'un comté pour nous autres, puis d'un comté pour l'autre bord. Puis là, on va arrêter de se battre pour savoir est-ce que ça nous prendrait une institution secondaire ou au poste secondaire ou pas. Ça va en prendre une. Vériboire, on va se battre pour l'avoir. Le jour où on va arrêter, puis on a arrêté de l'exiger, puis regarde ce qui se passe actuellement. Le cégep de Saint-Félicien, ça fonctionne. Numéro 1. Oui, écoute, je suis allé là, moi aussi, là. Tu sais, après ma première année, là, c'est là où j'ai fini mon cégep. On est tous allés là. Sur les 52 étudiants qui étaient au cégep de Dolbeau, OK, on est 30 quelques qui se sont ramassés après au cégep de... Je te ramène là-dessus parce qu'on vient de créer, il vient d'avoir dans la revue Saguenay-Anzia, OK, une revue au complet basée sur le 50e anniversaire de création du cégep de Saint-Félicien. Et je remercie les auteurs qui ont pris la peine de relater comment s'est fait la naissance du cégep de Saint-Félicien. Et on relate effectivement tout ce qui s'était passé avec la question du cégep de Dolbeau, qui était né dans le temps, puis pourquoi est-ce qu'on en voulait. Et sais-tu qu'est-ce qu'on invoquait comme argument? Exactement celui-là que je viens de te dire. Quand on a invoqué en 1970, on voulait avoir une institution post-secondaire pour nous permettre d'assurer le développement non seulement de notre économie, mais surtout de notre population. Et voilà. J'espère que Mme Sylvie Prescott, directrice de Cégep de Saint-Félicien, va envisager sérieusement au moins un campus du Cégep à Dolbeau-Mistassini. Ça, il y a des attitudes, il y a des éléments qui ont été faits, des efforts qui ont effectivement été faits. J'ai même enseigné les sciences politiques au niveau du Cégep de Saint-Félicien, ici à Dolbeau, dans les cadres de l'éducation aux adultes, pour des gens qui prenaient un cours au niveau du cégep, effectivement, en formation. Il y a eu des efforts et je sais qu'il y a, il y en a encore un effort. Actuellement, il y a avec l'organisme au marché Wahlberg, là, avec ces mots, il y a le tournant 3F. Le tournant 3F, il y a effectivement une école sur la restauration qui est rattaché avec le cégep. Rattaché avec le cégep. Et qui est... Alors, tu comprends, il y a effectivement des efforts qui sont menés. Mais la question, c'est que là, on a un noyau de personnes qui est relié à la connaissance, qui est relié à la... Il n'est pas ici. C'est pas tant le nombre d'étudiants que le nombre de professionnels autour de cet enseignement. Qui travaillent là-dessus. D'accord. Tu sais, je veux dire, tu crées des puis de plus en plus, on crée aujourd'hui du développement dans un milieu parce qu'il y a quelqu'un qui a une idée puis qui va essayer de la mettre de l'avant. Ça prend quoi, des idées? Pour avoir des idées, OK, ça prend des éléments de connaissance qui t'amènent à dire, bon, peut-être qu'on pourrait le faire différemment. Et en le faisant différemment, t'amènes du développement. Et c'est ça, là, ça nous manque. Et j'ai hâte d'entendre nos politiciens locaux faire réclamer ça. Et je le sais, on a un qui me répond, on répond toujours la même affaire. Pourquoi tu t'es pas présenté? Parce que je me suis déjà présenté, puis j'ai été battu compte tenu du fait qu'on ne veut plus me revoir. Mais il reste que je maintiens l'idée.
D'accord. Donc, Je m'excuse. pourquoi tu t'excuses? Je trouve ça toujours très intéressant de voir tous tes commentaires, Jules, et c'est pour ça que tu es chroniqueur à l'émission. Ouais. Hein? On n'oublie pas. Mais parlons en passant de la politique locale, on Oui. a parlé beaucoup, à la politique provinciale, car François Legault a fait son discours du trône après une... Oui, juste avant une élection, une année électorale. Là, Oui. donc, il a mis les cartes pour pouvoir... il y a des éléments intéressants qui sont ressortis Quels sont-ils? là-dessus. Entre autres, la création d'un ministère relié à la question de la sécurité informatique. Le ministère de la cybersécurité. Exactement. Ça, là, tu vois, gars, ça en est un d'éléments importants qu'il faut essayer de mettre de l'avant. On a déjà eu des jases, toi et moi, sur la question La sécurité du développement, puis ces choses-là. Puis là, on en est rendu à se dire, est-ce qu'un ministère va régler le problème? Non. Bien, on va au moins baliser. OK? Et c'est ça qu'on a besoin. Quand est-ce qu'il va naître? Il est supposé naître très bientôt, le ministère. Mais on parle quand même de quelque chose qui s'est concrétisé très fortement au cours de la présente pandémie. Oui. Puisqu'avec le code QR, avec les installations, avec les différents employés gouvernementaux aussi qui devaient travailler de la maison. Donc, ce qui veut dire que... Le complexe G, là, demain matin, là, et tu vas avoir de la place à louer là-dedans. Mais tous les complexes aussi. Oui. Mais c'est intéressant de voir qu'avoir développé une expertise pour au moins conseiller les politiciens et au mieux sécuriser les éléments personnels qui se trouvent sur nos différents médias, sur les plateformes de travail de nos fonctionnaires et auprès de nos politiciens, mais aussi d'être à l'avant-garde au niveau de notre cybersécurité. C'est ça. Il faut qu'on soit proactif et actif. Et, le fait qu'il y ait des gens qui réfléchissent à la chose, qui pensent à la chose, puis qui innovent là-dedans, ça peut nous amener effectivement à un développement qui peut être là. L'autre élément... Et ça serait contre-intuitif d'avoir un ministère comme ça, mais qui soit enfermé dans un seul bâtiment. Oui, ça, c'est à l'évidence. Donc, on a de la place, ici, là, en tout cas. Ceci étant dit, l'autre élément, il met de l'avant, naturellement, ce que le fédéral a amené un peu plus d'argent pour les places et garderies. On dit que d'ici 2025... On parle dans 4 ans, 37 000 places. C'est ça. Et donc, que tous les parents du Québec vont pouvoir avoir une place en garderie. Les parents, les enfants, les parents, mais vont pouvoir avoir une place en garderie. C'est au moins... C'est pas une promesse très audacieuse alors qu'il y a déjà une pénurie d'éducatrices? Oui, mais là, on discute de deux choses. Oui. OK? Moi, dans mon esprit, on discute de deux choses quand on fait ça. Il manque des places en garderie et pas nécessairement juste parce qu'on n'a pas suffisamment de professionnels, d'éducatrices pour les faire. Il manque des places. Bon, au moins, aussi, réglons ça. L'autre problème, il est relié à ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre et plus particulièrement les conditions de travail qui sont offertes aux éducatrices. Et je ne te parle pas juste des conditions monétaires, je te parle naturellement des conditions de travail qui font en sorte que ça devient décourageant et on préfère s'orienter ailleurs que de poursuivre là-dessus. Ça occasionne un des problèmes au niveau de la main-d'œuvre. Ces deux problèmes-là doivent être regardés. Maintenant, le fait qu'on s'engage à faire en sorte qu'il y ait de nouvelles places en garderie, eh bien, à tout le moins, on permet d'atténuer un des problèmes. Est-ce qu'on va avoir du monde pour les remplir? On va y voir. Mais j'aimerais savoir, connais-tu des conditions des éducatrices? Ça veut dire quoi, ça? Les conditions de travail. Ouais. On sait que les conditions salariales sont quand même connues. On parle entre 16 et 20 $ de l'heure pour les gens qui sortent du cégep, pour la avec technique. les nouvelles conditions, là, c'est rendu de 23 à 28. Mais c'est combien d'heures par semaine? Ils ont-tu des C'est assurances? 35 heures par semaine, 32, 35 par semaine. Ils ont les avantages qui sont reliés. Il ne faut pas oublier que l'embauche, c'est pas le gouvernement qui les embauche.
Non, C'est les mais institutions. on parle quand même que les éducatrices, présentement, avec le syndicat régional, c'est du 32 heures semaine. Oui, Après ça, ils sont considérés en temps supplémentaire. OK. C'est pour ça. Donc, c'est du 4 jours semaine pour les éducatrices en CPE. C'est pour ça que je pose la question. Mais où on en vient? Parce que c'est... Dans le fond, c'est qu'on dit qu'on va... À 32 heures, il travaille pas assez? Bien, ça, Ça lui prendrait 40? je sais que présentement, ils sont en négociation. Ouais. Je ne veux pas m'impliquer là-dedans, je ne veux pas avancer quelques sujets. Mais quand on parle d'améliorer les conditions, comment pourrions-nous améliorer les conditions des éducatrices? Fort probablement, par rapport au nombre d'enfants qu'ils ont sur leur surveillance, ça, c'est un des éléments, et c'est un des éléments qui, effectivement, est en négociation. Et dans le cadre d'une pénurie d'emploi, au lieu d'en avoir 6, t'en as 8. Et 8, ben, c'est une surcharge, donc c'est un stress supplémentaire, ce genre de choses-là. Ça, c'est des éléments, je pense, qu'il faut... Mais ça, 8, c'est terrain. interdit. Il reste à 6, c'est pour ça qu'on manque de place. Ils Ouais. refusent des... Ben, moi, j'ai vu des reportages où est-ce que les 6 étaient à 8, non? Mais en tout cas, tu sais, entre ce qui est prescrit par le livre et ce qui se vit dans la réalité, il y a souvent de fois une marge. Et c'est peut-être là. Mais en tout cas, je ne cherche pas à expliquer. Ce que je dis, c'est que, oui, dans les conditions de travail, il y a la question, effectivement, de la charge. Puis la rémunération aussi pour des gens qui ont... Oui, ça rentre en ligne de compte. Mais les gens qui ont on parle quand même d'une technique au cégep qui rentre au salaire minimum de plusieurs personnes. On rentre, tu as une technique au cégep et tu as un cours universitaire aussi qui est donné. Il y a la possibilité d'avoir un cours universitaire, mais tu commences quand même un emploi qui est l'équivalent du salaire minimum présentement. Oui. Donc, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Ben, c'est ça. Et je sais qu'ils sont en pleine négociation. Là. La semaine dernière, la ministre Lebel leur a dit, même si la négociation n'est pas complétée, nous vous offrons une augmentation de salaire de l'ordre de 17 alors qu'ils jugent 27 et nous la mettons effective immédiatement, même si la convention collective n'est pas signée. C'est ce que je trouve, c'est une nouvelle façon de faire dans le monde non seulement des garderies, de la négociation salariale. Des négociations, et je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut avoir une influence. On va le voir, entre autres, dans ce dossier-là. Est-ce que tu trouves que le ministre s'est inspiré de... la ministre ou le ministre s'est inspiré de la réalité en santé qui est due à la COVID? Non, je pense qu'elle essaie de trouver une nouvelle façon de négocier puis de faire avancer des dossiers de négociation dans le domaine public. Et c'est drôle, mais elle doit avoir l'argent pour le faire. Là. OK, même s'il exige plus, elle dit, écoutez, là, on vous offre ça, là, on le met sur la table, on le met tout de suite dans l'application. On verra s'il faut en remettre plus avec la négociation. Ça a certainement une influence. Et j'ai hâte de voir jusqu'à quel point ça va favoriser un règlement peut-être rapide ou pas. Parce que la question, c'est comme dans le domaine de la santé, quand on parle des infirmières. Ah, regarde, on est en pénurie d'infirmières. On va vous donner des primes pour que vous veniez travailler. Puis sais-tu qu'est-ce que les infirmières répondent? Hey! C'est pas les primes qui nous intéressent, c'est les conditions de travail. Hey, merde, y a-t-il quelque chose à travailler quelque part? Hein? Où est-ce qu'on peut le faire? Je comprends pas le discours, souvent de fois, du gouvernement là-dessus, quand on dit, écoute, puis là, on a décidé de ne plus être très, très légal, là. Je veux dire, le travail supplémentaire, le TSO, travail supplémentaire obligatoire, de plus en plus, on ne veut plus le faire. Mais il y a des centres hospitaliers qui ont trouvé des solutions pour régler ça. Donc, on parle vraiment de grosse réalité, de réalité au niveau de nos travailleurs de l'État. Ça reste quand même des travailleurs de l'État pour la majorité. Oui. Donc, c'est... Tout ça pour dire qu'au niveau des garderies, effectivement, c'est un des points, à tout le monde, que le gouvernement s'engage à mettre de l'avant. Il y a aussi, dans le domaine de la santé, effectivement, on ne parle pas d'une réforme, mais on parle de réformer certains éléments dans le domaine de la santé. Et c'est pas la COVID, ça, là? Non. OK. Dans le domaine de la santé, donc, qu'on parle aussi, il y a 3 ou 4 sujets d'importance qui vont être
représentatif, fort probablement, de la prochaine année au niveau parlementaire. Mais on va peut-être venir qu'à sortir un peu de la COVID. Là, mais si on y va pour sortir une action qui est en train de se développer, qui est au moment de notre enregistrement, ce 22 octobre 2021, on a appris hier que le gouvernement Trudeau mettait fin à la PCRE, donc l'ancienne PCU, la nouvelle PCU, à partir d'aujourd'hui. C'est une excuse qui avait été utilisée par plusieurs organisations patronales disant que c'est ce qui retenait de la main-d'œuvre au niveau gouvernemental. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact à court ou moyen terme sur notre marché du travail? Sur le court terme, oui. OK. Là, tu te ramasses avec plus de revenus. Donc, tu vas vouloir peut-être retourner au travail minimum. Mais le vrai problème, le vrai problème, il est là. Tu sais, la PCRU et la PCU dans le temps. La PCU et le PCRE. La prestation canadienne de la relance économique. OK. Ça, là, OK, ça a été mis de l'avant pour faire en sorte que des gens qui étaient au salaire minimum, qui étaient en emploi, puis qu'on leur disait, écoutez, là, il faut que vous arrêtiez de travailler à cause de la pandémie, on va vous donner 500 $ par semaine. Il n'y avait jamais eu ça. Hein? Tu n'avais pas ça quand tu étais au salaire minimum. Même si tu travaillais 40 heures par semaine, tu n'avais pas le 500 $ brut par semaine. Tu avais 400 qui faisaient en sorte que tu te ramassais. Or, ces gens-là, il fallait qu'ils retournent le vrai salaire minimum. Écoute, on me donne ça, je reste chez nous. Or, ça l'a contribué à la création au niveau de la rareté de main-d'œuvre? Oui. Mais étant donné qu'au Québec, on va parler d'un exemple très concret, au Québec, on a dans les taux de chômage les plus bas des dernières années, malgré la présence de la PCU puis du PCRE dans les derniers mois. On ne parle pas de la dernière année ou de la dernière dizaine d'années. Tu penses encore que ça va avoir un gros impact? Oui. OK. Oui, on est à 5, on est, la province, on est à 5,38 %. Donc, c'est quand même un taux bas, mais à 4 c'est considéré comme le plein emploi. Il reste encore de la place. Oui, mais les personnes qui sont dans ce milieu-là, est-ce que c'est des personnes qui sont éloignées du marché du travail? Peut-être parce que la pénurie de main-d'œuvre présentement dans le marché, dans les emplois qui demandent peu de compétences, oui, elle est là, mais elle n'est pas aussi présente qu'au niveau des directions, les directions générales, l'administration ou les gens avec des formations particulières. C'est pour ça que je me pose la question. Là, on parle plus de pénurie d'emploi. De l'autre côté, moi, je parle que c'est une sous-exploitation du chômage. Mais je pense que ça a quand même un lien. J'aimerais qu'on approfondisse un petit peu plus parce que souvent, on a entendu l'excuse que c'était la PCRE, alors que les postes qui sont à combler, oui, on en a beaucoup au niveau du service à la clientèle, oui, mais présentement, les postes, il faudrait que je révise mes chiffres, mais un nombre important de directions générales, d'organismes, d'entreprises et d'organisations régionales qui ne sont pas comblés présentement dû à des départs de direction générale et que personne ne veut combler présentement. On parle quand même de postes intéressants avec des bonnes conditions. Oui. Mais pourquoi? Tu as la question de la qualification qui entre en ligne de compte. On parle quand même qu'il y a des gens qualifiés, mais qui décident de s'en aller ou de ne pas prendre ces postes-là. Pourquoi? La question que tu poses, elle a été posée dans ma jeune vie quasiment tout le temps. OK. Parce qu'il a toujours été, quand c'est le temps d'avoir un poste de responsabilité, il y a une demande beaucoup, mais très peu d'élus qui se présentent. Et ça, là, dans le temps, tu avais le même phénomène avec les contremaîtres dans les usines. On avait des pénuries, on n'avait pas... Le gars ou la fille préférait travailler sur le plancher des vaches avec son petit 40 heures s'en aller chez eux pour pas avoir de problème, que de travailler le même 40 heures, mais d'être chez eux puis continuer de travailler parce que tu l'as dans la tête, il faut que tu prépares ton travail pour la mettre à un poste de cadre. Le phénomène du recrutement, je pense qu'il origine du fait que nous avons une éducation de très bons travailleurs, OK,
mais très peu de dirigeants. Et ça a origine de notre passé colonialiste. Mais là, on ne commencera pas longtemps là-dessus. Mais... Parce qu'il reste que quelques minutes à notre émission. Mais je pense que ça fait un lien quand même avec le tout début de notre émission aujourd'hui à propos des études postsecondaires. Oui. J'en reviendrai toujours quand même à ça. On a eu un épine dans notre développement et on, malheureusement, est encore dans le pied. Et en tout cas, ça se ressent encore près de 50 ans plus tard. Oui. Bon, bien... Et même au niveau... Mais sur la question de la pénurie d'emploi, il y a effectivement, au niveau... C'est comme je disais la semaine dernière avec Pierre. La question de la pénurie d'emploi, elle est réelle sur des emplois qu'on dit à caractère qualifié. OK? Mais des emplois où on a moins, c'est la PCRU qui a été, à mon avis, la PCRE, oui. Et la PCU dans le temps, et qui a été un des symptômes là-dessus. Mais regarde, je te donne 2 minutes pour faire en lien avec la rareté de main-d'œuvre. Le Bloc québécois qui dénonce la mauvaise gestion, la mauvaise organisation à l'intérieur du ministère de l'Immigration du Canada. Étant donné que c'est une solution à la rareté de main-d'œuvre de bien des employeurs ici, mais qu'il y a une lenteur puis un mauvais fonctionnement de l'organisation. En fait, je ne connais pas trop le fonctionnement, effectivement, de ce ministère-là. Mais ce qu'on entend, OK, et c'est pas d'hier qu'on entend ça, il y a effectivement un temps fou. Le seul moment où j'ai vu une accélération du ministère de l'immigration fonctionner, c'est au référendum de 1980, quand Jean Chrétien a décidé qu'une gang de personnes qui étaient de l'immigration pouvaient avoir la citoyenneté canadienne afin de pouvoir voter lors du référendum. Et ça, tu iras voir dans l'histoire du Canada, c'est l'endroit où tu as eu le plus rapidement des certificats de citoyenneté qui ont été octroyés à des gens qui étaient origine de l'immigration. Mais ceci étant dit, ça m'a permis de me défouler cette émission-ci. Je t'en remercie beaucoup. Bien, merci à toi, Jules. Je suis toujours heureuse de te rejoindre, qu'on puisse discuter ensemble. Donc, merci à tous. On a pu avoir un beau débat, beaucoup de sujets très intéressants et encore, la liste est encore longue et nous avons encore une très belle saison devant nous pour discuter de l'actualité locale, régionale, provinciale, nationale et parfois, on a le temps, internationale. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et merci encore, Jules, pour cette émission. Tiens. À la semaine prochaine.